Alors je vais me présenter d'une façon peut-être non orthodoxe, mais c'est celle-là, j'espère que ça va marcher, voilà, c'est celle-là ma plus belle présentation de moi-même. Donc je travaille sur des sols couverts, prospères et finalement sans travail du sol et sur des sols qu'on a appelés vivants. Et de l'autre côté, l'agriculture, on pourrait la caractériser par le monde, hein, c'est pas que nous, en France ou ailleurs, par des sols nus, des sols foutus et des sols travaillés. Et ça concerne toutes les agricultures, peu importe les labels, bio, pas bio, etc., conventionnels, chimiques ou pas. Et donc le grand paradoxe de l'agroécologie, c'est qu'il va s'attaquer à quelque chose de fondamental, qui est dans la culture paysanne. Je pourrais le dire comme ça, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France, sauf que maintenant la France a une mamite, et ça vient du labourage. Parce que le pâturage, c'est toujours excellent. Et donc, on a visité ça. Donc, mon parcours professionnel est très simple. Mes parents sont allemands de l'Est. Je suis né en France, dans le sud-ouest. J'ai fait une carrière agricole en Bretagne, notamment dans les CUMA, où j'ai été paysan, mais président, engagé justement dans le réseau professionnel. Et dans les CUMA, on a été confrontés, moi je me suis installé avec les quotas laitiers et la PAC de 92. Donc je ne vous dis pas, en termes de crise, je crois que l'administration française a été incapable de faire mieux que ça. Donc en gros, elle a détruit l'agriculture ce jour-là, et moi j'ai passé 30 années agricoles en crise, en tant que président de CUMA. Et la question qui s'est posée avec finalement cette mise en place de la PAC, la réglementation environnementale, la mondialisation des prix, et des primes pour compenser, boucher des trous, mais cas un cas, eh bien, ça a été une question simple. Est-ce qu'il existe des pratiques agricoles qui permettent de produire sans polluer? Et tout le reste, ça n'a pas de débat. C'est je dois arriver au bout de ce cheminement-là. Et peu importe le type d'agriculture qu'on va faire. Et donc, dans les CUMA, vous avez un poste magistral d'observation, surtout quand vous êtes président engagé cantonal et que vous avez des collègues comme vous. Et c'est la période où on a testé des nouvelles pratiques agricoles en réseau pour justement apprendre à produire sans polluer. Alors au départ, c'était absolument pas le sujet. On a commencé à arrêter de travailler le sol avec des semoirs qui semaient directement dans les résidus ou dans les couverts végétaux. Et quand on a mesuré les résultats de ces pratiques agricoles, eh bien on est tombé sur le poteau rose. Oui, ça permet de produire beaucoup sans polluer. Et donc ça a donné tout le cheminement qui conduit à l'agroécologie que vous avez aujourd'hui sur la table. Alors, je suis fier d'avoir fait ce travail avec tout un réseau de collègues, de pionniers, d'innovateurs. Je construis des projets qui fonctionnent en réseau d'agriculteurs. Actuellement, on a décidé d'attaquer la vigne, parce que la vigne va crever sous l'effet des mauvaises pratiques agricoles, et non pas à cause du réchauffement climatique. Hein. Ok ? Donc c'est un vrai pavé qu'on pose dans le monde de la viticulture, où la totalité de l'ingénierie développée est obsolète. C'est une catastrophe. Les pieds crèvent à cause du mauvais traitement que j'inflige dès la sélection des clones, à la plantation, à la taille et au travail du sol. Tout va être à corriger. Mais je ne vous dis pas, c'est le tremblement dans une filière. Ce qui est admirable, c'est que face à l'adversité, tout de suite ce projet-là est adopté, tout le monde réagit, tout le monde s'est mis au travail, et on diffuse dans des réseaux de pionniers à la Belle Vigne, par exemple, les nouvelles solutions que les pionniers ont déjà incubées de toute façon. Et là, on a impérativement besoin des stations expérimentales et des instituts pour venir mesurer et comprendre ce qui s'est passé derrière. Envoyer la mesure du résultat. Le même projet a été fait pour les maraîchers, ça s'appelle maraîchage sur sol vivant. Aujourd'hui, je sais produire plus sans intrants en maraîchage qu'avec de l'hydroponie ou de la chimie. Alors je vous le dis tout de suite, plus jamais vous n'aurez besoin d'une serre hydroponique pour produire un légume en maraîchage.
tout va se faire sur lombricompostage permanent. Ça produit plus, et le seul truc que vous avez à faire, c'est donner à manger à des vers de lombricompost. Et là, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire, une formule magique pour un paysan. Quand le sol mange du carbone, il chie littéralement de l'azote. Et là, on a été médusé, pas besoin d'intrants. Le seul intrant dont les plantes ont besoin, c'est de la matière organique végétale, très riche en carbone, c'est-à-dire le sol, il doit digérer des plantes mortes, matures, des feuilles mortes, du bois, des branches. Et dès que vous sortez ça du circuit, toutes les plantes tombent malades. Donc c'est tremblement de terre dans la profession, hein. Donc je porte ce tremblement, je critique mes institutions, je critique mon ministère de l'Agriculture qui est nul, mais archi nul, d'accord? C'est abominablement mauvais, hein. Et donc pourquoi? Parce qu'en fait il tourne en rond dans une espèce d'agriculture qui est issue de la Révolution verte, mais la Révolution verte n'arrivera pas à répondre au défi qui est posé. Donc, premier constat, hein, c'est que l'agriculture, elle va souffrir énormément à partir de maintenant, parce que Poutine l'a décidé, il veut détruire la civilisation occidentale. Donc nous, Européens, on est complètement visés par quelque chose qui n'est pas la guerre, mais qui est une économie de guerre, c'est-à-dire l'énergie. Et quand vous faites la liste de tous les endroits où intervient l'énergie dans le process agricole, nous sommes très mal partis puisque nous ne sommes pas autonomes en énergie. Erreur stratégique de l'administration de ne pas avoir développé l'agriculture autonome en énergie sur le solaire et le biogaz. On va le payer très cher puisque maintenant où il faut produire et amener aux consommateurs, on va être incapable de le faire, puisqu'on est dépendant de tous les intrants liés à l'énergie. Ça, c'est le premier constat. Attention, on va manquer de tout. Et la sécheresse ne va pas arranger le tableau. Donc ça, c'est... Alors la question, c'est à quand la famine, hein? Alors, il y a des pays qui y sont. Le Sri Lanka, par exemple, c'est à observer. Mais les prochains qui arrivent, c'est l'Irak, c'est l'Iran, hein, mais tout le Moyen-Orient. Donc à un moment donné, il va y avoir un vrai problème, parce qu'on peut estimer aujourd'hui que 30 ans de PAC, c'est 30 ans de destruction de la performance agricole française, qui n'a plus d'autonomie. Et le rapport du Sénat l'avait pointé des doigts. 2022, vous êtes obligé d'importer la quasi-totalité des ingrédients pour finir la sécurité alimentaire. On est très mauvais. Ça va se payer très cher, croyez-en mon expérience. Autre débat, eh bien, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la COP15 à Abidjan, et il s'intéresse à la désertification, qui est le premier sujet le plus grave et le plus important dans le monde actuellement. La guerre, vous oubliez par rapport à ça. Et la désertification, vous devez la comprendre sur un schéma très simple, celui-là. C'est-à-dire que soit vous avez du végétal, soit vous n'en avez pas. Soit vous perturbez énormément le milieu, soit vous ne le perturbez pas. Et dans l'hypothèse où vous n'avez que très peu de végétaux et que vous perturbez énormément, eh bien vous êtes dans une phase technique où vous créez la désertification par la mise à nu des sols et le travail du sol. C'est vrai partout sur la planète. Et inversement, pour sortir du piège, vous devez faire exactement l'inverse, végétaliser au maximum. Le plus que vous pouvez, vous avez une chance inouïe, vous avez le meilleur outil du monde qui est un arbre, et supprimer toutes les perturbations de l'écosystème et du sol. Et dans un système qui est couvert et non perturbé, vous créez des habitats, vous créez de la biodiversité. Par définition, qu'est-ce qu'il faut pour avoir de la biodiversité?
Eh bien, il faut une maison en bon état avec de la nourriture à proximité. Et c'est vrai pour tous les êtres vivants, en démarrant de la bactérie jusqu'aux éléphants, et vous comptez les baleines là-dedans. Une maison en bon état et de la nourriture. Alors je vous garantis, si vous enlevez la nourriture végétale et que vous détruisez les habitats avec les outils, mais votre biodiversité, c'est zéro pointé. Et tout le monde s'est inquiété de la perte de biodiversité, blabla, c'est à cause de l'agriculture. Non, c'est à cause d'une politique agricole mal faite. Parce que les paysans, ils n'ont pas le choix, ils font ce qu'on leur demande de faire. Les crédits et les politiques aiguillent le travail du paysan. C'est pour ça que je suis un petit peu en colère là. Et puis on regarde que finalement la plante, elle a tout fait avec rien. Ça nous intéresse énormément. Produire, consommer, recycler, parce que je recycle tout, je produis tout avec rien. Et moi j'ai peur de manquer de tout. Quel est le problème? Le modèle de durabilité, il est circulaire. Et la plante, elle va avoir un gros problème, et c'est le problème qui va nous intéresser aujourd'hui. La plante produit un déchet qui est l'oxygène. Et vous verrez que cette production d'oxygène a de très très lourdes conséquences sur la planète. Et du coup, elle est obligée de contrôler son oxygène. Alors comment elle va faire? Eh bien, elle a inventé des mangeurs de plantes dont je fais partie, qui fait exactement l'inverse que la plante elle-même. C'est-à-dire que quand la plante capte du CO2 pour faire de la matière organique, moi je mange de la matière organique pour rejeter du CO2. Donc j'équilibre le système du gaz, mais je respire de l'oxygène qu'elle a en trop pour équilibrer aussi l'équilibre des gaz. Et toute la biologie, diversité associée aux plantes fait ça, que ce soit dans le sol ou sur le sol. Donc la plante n'a pas d'autre solution que quand elle pousse, de se faire manger. Et tous nos ravageurs participent à ça. Donc c'est un gros dilemme. Comment vont s'y prendre les plantes pour survivre dans ce grand bazar? Alors elles ont survécu, elles ont trouvé plein de solutions. Et donc on s'intéresse à la photosynthèse, on a été appelés les ingénieurs forestiers. Donc là, il y en a un qui vient de Suisse, qui nous aide beaucoup. Équation de la photosynthèse, tout va bien. Vous rejetez de l'oxygène et vous rejetez de l'eau. Donc une plante qui pousse et qui fait de la photosynthèse rejette de l'eau. C'est de l'eau neuve, qui n'a jamais existé, qui a été reconstruite par la plante, donc qui entame un nouveau cycle de l'eau. Donc c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais ça existe. Donc les plantes produisent de l'eau, et nous, on va être dans un monde qui va manquer d'eau. Pas de plantes, pas d'eau. Et votre gestion de l'eau, elle doit démarrer là. Donc, pas de végétation, pas d'eau. Et donc, en plein été, qu'est-ce que vous devez faire? Plus le soleil chauffe, plus vous devez hydrater l'atmosphère avec des plantes vertes qui poussent, donc des arbres, du maïs irrigué. Surtout pas du blé, qui est sec et hop, et qui fait rien en plein été, qui aggrave la sécheresse, qui casse le cycle de l'évapotranspiration, qui casse le cycle de l'eau. Ou alors après le blé, il me faut un couvert végétal qui fasse de l'évapotranspiration à son tour. Et donc on commence à comprendre qu'il va y avoir des loupés partout. La façon dont est approchée l'eau sur un stock qui serait fini, eh bien c'est faux. Le stock, il est dynamique, et la dynamique appartient aux plantes qui font l'évaporation. Et donc, si l'eau ne pose jamais de problème, l'oxygène, lui, va en poser. Et donc, on s'est intéressé... c'est ça. Donc, on s'est intéressé à la plante, comment elle est constituée, de quoi elle est faite. Eh bien, la plante, c'est la fameuse formule CHON, qu'on apprend à l'école. Carbone, hydrogène, oxygène, azote, et on se rend compte que tout vient de l'air, que c'est quasi illimité et gratuit, que c'est 98% de la constitution d'une plante. Hydrogène, oxygène, ça vient principalement de l'eau, l'oxygène vient aussi du CO2,
et l'azote vient intégralement de l'air. Dans la nature, ça pousse tout seul, il n'y a personne qui met des petits granules blancs d'engrais. Donc les plantes poussent toutes seules. Il n'y a que chez moi que ça ne pousse pas tout seul. J'ai dû louper une étape quelque part. Donc on se dit, tiens, si la plante elle est constituée d'air, principalement et d'eau, tout le reste, les minéraux indispensables, c'est des facteurs limitants importants, eh bien, c'est 2% des constituants d'une plante. Et donc on va retrouver quelque chose d'important dans la plante, le carbone, l'oxygène et l'azote. Et ça, c'est assez surprenant quand on l'aborde comme ça, parce que finalement, cette plante, eh bien, elle a peur de quelque chose. Elle a peur d'une équation de pollution, elle a peur de l'équation du réchauffement climatique qui va la tuer. Et c'est un truc qui est assez surprenant quand vous le reprenez comme ça. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est qu'une plante? C'est majoritairement du carbone et un petit peu d'azote. Il y a de l'oxygène là-dedans, c'est réorganisé. Et donc, si maintenant vous mettez du carbone en présence de température et d'oxygène, bien vous mettez le feu. Application simple, un moteur à explosion. Tous, vous êtes venus avec une voiture à essence. Vous mettez du carbone dans le réservoir et un carburateur qui appelle de l'oxygène comburant, un petit peu de pression, une étincelle, boum, vous brûlez le carbone. Et donc les plantes, en présence de leurs déchets oxygène, elles ont peur du soleil qui chauffe. Plus le soleil va chauffer, plus les plantes ont une chance de brûler. Et ça a été la grande surprise. Voilà. Avec une association, on a mis toutes les incendies du monde de 2019 sur la map monde. Et là, vous êtes médusés. Et moi, j'ai été médusé pareil, hein, rassurez-vous. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre qu'on est dans une société d'abrutis finis. Mais non, mais c'est clair, plus abrutis que les hommes actuellement, il n'y a pas. Parce que nous détruisons le seul outil qui est capable de gérer la régulation du climat. Et le réchauffement climatique, on fait le pari que ce n'est pas les gaz à effet de serre le vrai problème. Le vrai problème, il est celui-là. Parce que si vous y prenez pas garde, bientôt ici, là, là et là, ça ressemblera à ça. Et là, je vous garantis qu'il ne fait pas bon à piquer latent. Et donc, on retrouve ce rôle de la chaleur qui monte et de l'oxygène partout, parce que l'oxygène va aider à mettre le feu. Les plantes brûlent, et je regarde ailleurs. Et puis, on a du coup interrogé les arbres, parce que les arbres, c'est intelligent. L'arbre de la connaissance et du savoir, et puis on lui pose plein de questions. Combien de temps vit un arbre? Eh bien, il peut vivre très vieux. Plusieurs milliers d'années, plusieurs dizaines de milliers d'années pour quelques-uns. On a trouvé sur Terre des arbres de 30, 40, 50, 80 000 ans. Donc l'arbre est potentiellement immortel. Ça veut dire qu'il ne se fait pas manger par tous les ravageurs qui traînent. Ça veut dire qu'il a trouvé plein de solutions pour résister au changement climatique, mais pour résister aux agresseurs, qu'il peut nourrir, mais il fait alliance avec les chênes et les pucerons, c'est bien connu. Donc, à un moment donné, on se dit, tiens, que se passe-t-il? L'arbre est immortel, potentiellement. Il est constitué de 45% de carbone, de 45% d'oxygène, un petit peu d'azote. De quoi a peur l'arbre? Eh bien, il a peur de l'oxygène. Parce que si la température monte, ben, il doit contrôler son déchet. Une civilisation, une société qui ne contrôle pas son déchet est condamnée à mort. C'est depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Donc, on doit prendre de la graine de ça. Et comment on va se protéger l'arbre? Eh bien, il a trouvé quelque chose de très particulier. Les mangeurs de matière organique dont je fais partie, la biodiversité associée au monde végétal, et lui-même, il s'est
imprégné, il a fabriqué quelque chose d'extraordinaire qu'on appelle des antioxydants, des tanins. Vous connaissez tout ça, des tanins de châtaignier, vous avez des arbres, des noyers, pas de problème, des tanins très puissants, d'accord? Donc des antioxydants, c'est-à-dire des antioxygènes. C'est-à-dire que l'arbre, il fabrique un produit qui est un antioxydant qui lui permet de contrôler l'agressivité de l'oxygène pour survivre. Et là vous dites, ok, et si on regardait notre écosystème par le biais de cet oxygène-là? Et ça c'est fondamental parce que ça va nous ouvrir plein de portes. Alors on regarde, un sol travaillé et nu, c'est le même champ, hein, 36 degrés quand je plante le thermomètre. Je vais là où il y a de la paille, toujours le même champ, ben je trouve 26 degrés. Déjà on se rend compte que les débris végétaux vont abaisser la température du sol. Donc en fait on se rend compte que les débris végétaux climatisent le sol nu. Et puis vous revenez à l'ombre, plus de la litière, et bien là vous êtes à 21 degrés C. Donc l'arbre plus la litière baisse la température du système sol. Donc les plantes climatisent la terre. C'est d'une simplicité, d'une limpidité à faire peur, tellement le GIEC est passé à côté. C'est grave, c'est gravissime. Des milliards et des milliards que vous pouvez mettre à la poubelle, tellement c'est nul. Les études sont justes, mais les conclusions, les mises en perspective et les analyses sont fausses. Donc, on se dit, tiens, mais que font les plantes? Elles captent le soleil, elles créent de l'ombre, elles vont recycler le CO2 ras, elles contrôlent l'oxygène, parce qu'elles baissent la température en faisant de l'évapotranspiration, elles gèrent le cycle de l'eau, qu'elles remettent de proche en proche, pas de plantes, pas d'eau, elles baissent la